Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session des webinaires Ivado. Je m'appelle Fabien Perrino, je suis conseiller au partenariat industriel chez Ivado et je serai aujourd'hui accompagné de mon collègue Yvan Corriveau qui est gestionnaire de programmes et services membres chez Ivado et je serai avec Yvan, votre animateur et modérateur pour ce webinaire d'aujourd'hui. Bonjour Yvan. Bonjour. Donc, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, juste quelques courtes notes concernant le déroulement de cette session d'aujourd'hui. Donc, en fait, en tant que participant, tous les participants spectateurs auront leur micro coupé, donc vous ne serez pas capable de pouvoir parler, mais comme nous savons que vous aurez sûrement de nombreuses questions à poser à notre présentateur d'aujourd'hui, vous pourrez les poser en fait par texte en utilisant la fonctionnalité qui est présente dans Zoom et qui est en fait un petit bouton qui est intitulé soit Q et R ou Q et A, dépendamment de la langue de votre navigateur. Et en fait, par cette fonction, vous serez capable en fait, de nous poser les questions texte. Et pendant la session questions-réponses qui va suivre la présentation du professeur Manuel Morales, Yvan et moi-même modérerons la question session-réponse et pourront poser les questions à notre présentateur d'aujourd'hui. Ce webinaire est également enregistré, donc vous aurez tous le loisir par la suite de retrouver ce webinaire en rediffusion sur la chaîne YouTube d'Ivado. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Morales, qui est professeur agrégé au département de mathématiques et statistiques de l'Université de Montréal. Manuel est également le directeur du programme FINEMEL. Le professeur Morales s'intéresse tout particulièrement à l'application des techniques issues de l'apprentissage automatique au domaine de l'intelligence bancaire et de la finance quantitative. Il collabore depuis de nombreuses années avec des acteurs clés de ces industries et sur des projets de recherche et de transfert technologique. Donc, les applications et cas d'usage auxquels il s'intéresse vont du commerce algorithmique au marché de l'énergie, en passant également par la modélisation des marchés et la transformation des services financiers par l'intelligence artificielle. Donc, apprentissage automatique, recherche opérationnelle et intelligence artificielle sont des notions, des techniques qui ont le vent en poupe depuis de nombreuses années et leur adoption est grandissante dans de nombreux secteurs de l'économie. Et bien sûr, le secteur bancaire n'échappe pas à ce phénomène et ces techniques offrent de nombreux atouts dans la transformation numérique du secteur bancaire. Donc aujourd'hui, Emmanuel va nous faire part de son expérience et expertise qui sont relatives au potentiel de la valorisation des données et des défis que représentent ces techniques dans le contexte du secteur bancaire. Donc nous avons tous hâte d'écouter Emmanuel et je vais désormais lui laisser la parole. Bonjour Emmanuel, et puis ça nous fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Ivado. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais commencer par partager mon écran, comme ça. Je pourrais partager ma présentation. Okay. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est parfait, ça s'affiche parfaitement. Parfait. Bon, mais merci à nouveau pour l'invitation à participer à ce webinaire. En effet, moi je suis chercheur à l'Université de Montréal, dans le département de mathématiques statistiques. Je collabore depuis des années avec le secteur finance, que ce soit avec les compagnies d'assurance, compagnies dans le système bancaire, toujours dans l'application de méthodes statistiques, des sciences des données et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans la transformation. Récemment, j'ai accompagné la Banque nationale les 2 dernières années jusqu'au mars dernier dans leur initiative assez ambitieuse de transformer les processus à l'interne, donc de monter une équipe et une culture scientifique basée sur l'intelligence artificielle pour transformer la façon dont une banque fonctionne. Donc, toutes ces expériences me donnent différentes perspectives autour de l'adoption de nouvelles technologies, surtout de nouvelles technologies qu'on appelle numériques et qui sont basées sur la science des données, statistiques, informatique, recherche opérationnelle, etc. Donc, c'est avec cette perspective. Quand on m'a invité à présenter ce webinaire-là, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien présenter qui soit d'intérêt à un public assez divers, d'après ce que je comprends, comme celui qui est ici. Donc, je me suis dit, je vais parler plutôt de cette expérience-là, donc comment est-ce que moi j'ai
J'ai vécu ces processus de 6-7 dernières années où le secteur bancaire en particulier a lancé des initiatives pour intégrer ces nouvelles technologies euh, et que ça continue à partir de ma perspective comme chercheur et ma perspective aussi comme scientifique en chef de la Banque nationale. Donc, ceci dit, je vais surtout parler de défis et opportunités que je vois puis que j'ai vu pendant mes différentes interactions avec le secteur bancaire. Et donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai pour vous, préparé pour vous aujourd'hui. J'aime toujours commencer ma présentation avec ce slide-là. Donc c'est un quote de Andrew Ng. 100 years ago, companies were hiring vice presidents of electricity. They were brought in to support the whole company and dictate how to handle this newfangled thing called electricity. Donc, ça, j'aime bien parler de ça pour commencer parce que ça montre un peu l'aspect défi. Ça fait un moment qu'on entend parler d'intelligence artificielle dans le secteur financier. On attend encore les gros coups, de voir les gros coups du succès où on voit vraiment un changement radical de comment est-ce que les banques fonctionnent, surtout tout ce qui est expérience client, disons. Donc, et ça j'aime bien parce que ça explique un peu pourquoi ça prend du temps à aboutir à des choses concrètes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une technologie comme l'électricité, une nouvelle technologie, mais qui est disponible. Et puis, on commence à voir qu'il y a un grand potentiel. Mais avant de pouvoir l'avoir à tout son plein potentiel, il manque encore beaucoup d'infrastructures. C'est le cas de l'électricité. Bien que ça existait à la fin des années 1800, il n'y avait pas l'infrastructure qui permettait d'exploiter cette technologie à tout son potentiel. Et donc, forcément, les retombées de cette technologie, ça a pris des décennies, dans le cas de l'électricité, à être vu, à être apparent dans la société. Et donc, c'est un peu ce qu'on vit. Donc, il y a des défis. Donc, ici, dans le quote aussi, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il fallait embaucher des gens qui avaient une vision différente des choses, de comment est-ce que cette nouvelle technologie devait s'intégrer dans le processus qui était ancré depuis des décennies dans la façon dont les compagnies opéraient. Donc, ça, c'est pour commencer. Donc, c'est un peu pour mettre la table. Donc, les défis, les opportunités sont bien exprimés par ces quotes. Puis ici, j'ai l'impression que je vais, comment dire en anglais, je preach to the choir. Je suis en train de parler aux convertis déjà, et c'est des gens qui, je suis sûr que vous travaillez déjà sur ce type d'initiative, mais on se rend compte quand on travaille à implémenter une stratégie d'innovation, on se rend compte rapidement que utiliser les IA ou l'intelligence numérique, c'est difficile et facile en même temps. Et c'est facile dans le sens que la science est là, les outils sont là. C'est difficile dans le sens que ça ne suffit pas de juste aller embaucher une trentaine de scientifiques, des gens avec l'expérience pour que tout d'un coup la magie commence à apparaître. Donc, c'est tout un processus. Derrière ça, en fait, c'est ce mythe-là. C'est quand on parle de IA, enfin ici, ce slide-là, c'est surtout IA, mais en général, je dirais intelligence numérique, recherche opérationnelle, sciences des données. C'est plus que juste des statistiques ou analytiques ou des méthodes automatisées. C'est plus que juste de nouveaux modèles qui sont plus performants. Et souvent, on entend parler ces misconceptions, ces fausses idées, parfois même à l'intérieur de certaines institutions, où on croit que tout ce qu'on va faire, c'est embaucher des gens qui ont des compétences nouvelles avec des modèles nouveaux, et puis les mettre et remplacer ce qui existait déjà, puis tout d'un coup, ça va performer beaucoup mieux. Par exemple, un exemple classique, c'est penser à Deep Learning. Donc, le Deep Learning, ça fait quelques années qui a beaucoup de succès dans certaines tâches, reconnaissance d'image, reconnaissance textuelle, un reinforcement learning aussi. Et donc, parfois, on entend dire qu'il y a des équipes qui font déjà des deep learning, quand en réalité, ce qu'ils font, c'est
ils prennent un réseau, puis ils remplacent une méthode d'ensemble par un réseau, puis ils sont déjà en train de faire de l'IA. Donc, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, ça, c'est un mythe. Et ça, c'est un des premiers constats. La réalité, c'est que l'IA et en fait l'intelligence numérique offre une opportunité de changer la façon dont les processus sont designés, sont conçus. Et les compagnies qui sont born digital, disons, qui sont nées digitales, connaissent bien ça, mais des secteurs qui ne sont pas nés digital, donc en fait comme les banques, qui sont là depuis des centaines d'années, ont un peu plus de mal à réaliser ça. Enfin, c'est un processus, bien sûr. Donc, la réalité, c'est ça. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, ça va être axé sur ce thème. Donc, autour de ça, mais je parlerai un peu de défis parce que les défis sont liés au mythe. Donc, il y a un mythe qui est un mythe que parfois on trouve même à l'intérieur des institutions financières, mais aussi c'est un mythe vers l'extérieur, et donc il y a de la gestion des attentes aussi qu'il faut gérer. Donc, je vais parler des défis et des opportunités. Donc, les opportunités sont liées à la réalité. C'est assez quote qui est là. Donc, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur avec ces nouvelles technologies, puis qu'est-ce que ça représente en termes de restructuration, puis repenser les processus. Donc, on parle des secteurs bancaires. C'est clair que depuis quelques années, on constate que le secteur financier est prêt à être disrupted. Et ça, on le voit parce que il y a quatre éléments qui sont présents. D'ailleurs aussi, j'avais oublié un peu de dire, il y a certaines slides ici que j'utilise, que c'est des slides qu'on a utilisés avec ma collègue Simone Grandabourg de la Banque nationale quand des fois on présentait certaines de ces idées à l'interne ou aussi à l'externe, comme on avait fait une présentation au forum stratégique de l'IA en février. Donc, ça c'est un petit clin d'œil. Il y a certaines slides comme celle-là que ça vient de cette collaboration. Donc, ceci dit, donc, oui, le secteur financier, il est prêt à être disrupted. Et on le voit ici. Donc, en effet, il y a déjà des technologies qui ont le potentiel de disrupter, de disrupt les secteurs. Donc, il y a le IA et tout ce qui tombe en dessous, ce terme parapluie. Quand on dit IA, en fait, il y a plein de choses qui tombent dessous. Il y a le blockchain, il y a aussi tout ce qui est l'infrastructure d'objets connectés, les nouvelles interactions digitales que les clients ont avec ce monde digital à travers les différents objets connectés. Donc, toutes ces technologies-là sont là. D'un autre côté, il y a les nouvelles compagnies qui sont born digital, Facebook, Google, Amazon, qui ont dès le début basé leur proposition de valeur sur la ultimate customer experience. Et donc, les clients, les gens, les individus ont l'habitude maintenant d'un certain niveau de services personnalisés. Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a une habitude maintenant à ce qu'on s'attend. La barre elle est plus haute de la part des clients. Il y a une compétition qui est maintenant plus féroce. Donc, il y a les grandes institutions financières qui ont les moyens, puis qui se donnent les moyens pour bâtir des équipes, c'est donner des infrastructures à échelle pour pouvoir justement commencer à transformer leurs processus. Il y a aussi tous les nouveaux arrivés dans le secteur, donc les fintech qu'on appelle. Donc, c'est des petites compagnies qui basent leur proposition de valeur sur l'innovation. Et grâce à la technologie qui existe, sont capables de rapidement de trouver un besoin, trouver un bottleneck, on va dire, dans le customer journey ou dans le process des secteurs financiers, et ils vont faire une proposition qui est plus intéressante pour une clientèle qui a une habitude différente en termes d'expérience client. Donc, tous les éléments sont là, donc ça s'explique pourquoi maintenant et pourquoi certaines ou la plupart des institutions financières ou les institutions de secteur maintenant s'y mettent au numérique.
Et ça, c'est clair que ça se voit encore plus aujourd'hui avec ce qu'on vit, avec la nouvelle situation Covid, la capacité d'augmenter les canaux digitaux des clients. Donc, il n'y a plus la connexion one-on-one qu'on avait avant. Donc, ça aussi, ça vient s'ajouter à ça. Et tout ça, c'est au niveau mondial. Donc, chaque pays vit ses réalités de façon différente. Mais les paramètres sont vrais un peu partout. Donc, par exemple, à peu près dans pas mal tous les pays industrialisés, la moitié des institutions financières sont des nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants dans les jeux, dans de nouveaux acteurs. Donc, on va penser FinTech. À peu près la moitié sont des nouveaux players. Mais, par exemple, au UK, ces nouveaux players sont allés chercher déjà 12% de la part des marchés. Tandis qu'au Canada, ça ne représente que 2%. Donc, il y a des différences qui sont liées à différentes réalités, mais disons que ça, it's happening. C'est une réalité qu'on vit et nous, on la vit à notre façon au Canada, mais elle est bien là. Donc, tout ça, ça représente des opportunités pour... Enfin, avant ça représente beaucoup de changements pour des institutions qui cherchent à naviguer dans ce nouveau monde-là. Donc, en termes d'opportunités, en gros, je prêche au converti. Ça, c'est probablement des opportunités que vous voyez déjà, les use cases dans lesquels, desquels on entend parler quand on pense IA en finance sont pas mal là. Donc, dans le marketing, par exemple, l'idée, c'est de mieux connaître les clients à partir des différentes données, et puis ces données, et être capable de donner une offre personnalisée à plus grande échelle. Communication, c'est comprendre la voix du client. Donc, comment est-ce qu'on peut aller chercher toutes ces informations-là qui existent dans les centres d'appel, à travers les différents forums de communication entre les clients et les institutions. Comment est-ce qu'on peut faire un effet levier, leverager ces informations. Là, c'est clair que c'est l'IA qui change le jeu. Des applications de speech-to-text, de tout ce qui est lié au Natural Language Understanding, système de dialogue, etc. Ça permet de capitaliser sur ces informations-là. Dans les conseils aussi, à nouveau, ça revient à mieux connaître les clients pour pouvoir mieux le servir. Ça veut dire utiliser toute l'information qui est disponible pour une institution financière et même au-delà de ces murs pour mieux comprendre les clients, un peu comme les compagnies qui sont bonnes digital. Décision et prédiction. Ici, souvent, les gens à l'extérieur, quand on parle IA, ils vont penser surtout à ces créneaux-là. C'est-à-dire, il y a des nouveaux modèles, des réseaux de neurones, tout le monde en parle, il y a des nouvelles méthodologies qui vont forcément performer mieux que ce qui existe déjà. Donc, c'est ce qu'on entend dire. Donc, la plupart, dans l'imaginaire, les gens croient que c'est là que ça va se jouer. Quand en fait, en réalité, c'est plus dans le retail, customer experience qu'on voit les impacts les plus grands. Mais quand même, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Mais l'opportunité passe par comment est-ce qu'on peut exploiter des données qui ne sont pas forcément parmi les données traditionnelles. Et ça implique aussi changer un peu la façon dans le pipeline d'exploitation des données. Je vais aller là plus tard dans un autre slide. Mais tout ce qui est détection d'anomalies, fraude, évaluation des risques, capture de clients, crédit, les marchés financiers aussi, c'est là que beaucoup de monde croit que tous ces outils qui sont bons dans d'autres contextes comme reconnaissance d'image, tout d'un coup vont se mettre aussi à reconnaître des patterns dans le marché financier puis à faire un gros boom. À nouveau, c'est pas tout à fait ça, mais il y a beaucoup de place aussi ici. Et dans la plupart des institutions financières, on voit qu'il y a des efforts de déployer des nouvelles technologies dans chacune de ces dimensions.
et opération aussi. Une banque ou une institution financière, c'est un business comme un autre. Donc, ils ont aussi des réseaux de problèmes de logistique et des réseaux de distribution, donc des succursales dans ces cas-là ou autres. Et aussi, il y a de la place pour l'innovation. Ça, je ne vais pas passer trop de temps sur les opportunités parce que la plupart des mon temps de l'année dernière, moi, je l'ai passé surtout dans ce qui est les défis. Donc là, j'ai un peu plus de choses à dire. Et aussi parce que les opportunités, je crois que vous êtes tous dans ce type d'initiative. Donc, vous avez entendu parler aussi souvent de ça. Donc, les défis. Je vais regarder l'heure. Ok, c'est bon. Ça, c'est souvent quelque chose au moment quand je l'ai vécu, dans mon expérience des deux dernières années quand j'accompagnais la Banque nationale. C'est des choses qu'on se rend compte en faisant. Donc, c'est clair qu'il y a toujours, le premier défi, c'est les données. Il faut avoir ces données, les moyens, l'infrastructure d'avoir des données centralisées, puis qui sont facilement accessibles par toutes les équipes scientifiques qui vont faire ce type de nouvelles prévisions, de nouvelles modélisations. Ça implique aussi, puis je vais en parler un peu plus tard sur ça, ça implique aussi changer un peu de comment est-ce que ça s'est fait. L'idée, c'est pas seulement de centraliser, puis c'est sûr que vous avez vécu ça aussi dans vos institutions, mais les institutions financières sont souvent très divisées en silos, en vertical, et puis c'est difficile juste l'effort ou l'idée de centraliser ces données, ça demande un gros investissement. Donc déjà, c'est le premier défi. L'autre défi, c'est aussi de le faire de façon à s'aligner avec la nouvelle opportunité de repenser le processus. Donc, par exemple, on commence à voir qu'on va plus vers un système où, à la place d'avoir un static data lake où il y aura toutes les données, où on peut aller les chercher, c'est plutôt dans un esprit de data exchange où il y aura un dépôt où on pourra exposer les données, puis les équipes qui vont travailler avec la donnée, mais ils pourront aller chercher dont ils ont besoin. Mais ils pourront aussi, à travers la modélisation, générer de nouveaux insights et exposer ces nouveaux insights au nouveau dans les data exchange, parce qu'il y aura d'autres équipes dans d'autres verticales qui pourront consommer probablement tout ce qui est généré par ces nouveaux équipes, ces nouvelles façons de penser. Donc, on passe de statique à dynamique, puis tout ça, ça demande des coûts, des investissements, puis des temps. En termes d'expertise aussi, c'est clair qu'il faut avoir les équipes qui ont les compétences pour faire ça. Parfois, ça veut dire embaucher des personnes qui ont ces compétences-là. Parfois, ça veut dire aussi, en fait, ça veut dire aussi mettre à niveau puis transformer les équipes qui sont déjà sur place. Et puis, ça, il y en a pas beaucoup, puis ça demande souvent une vision stratégique de comment est-ce que l'institution va se prendre. On est à Montréal, puis Montréal joue un rôle particulier, où c'est un endroit privilégié en termes de talent. Dans les 10 dernières années, enfin bien qu'à Montréal, il y a une tradition en recherche opérationnelle, mathématiques, statistiques et en intelligence artificielle qui date de décennies. Ce n'est que depuis 2010 qu'avec tous ces succès où des modèles ont commencé à performer aussi bien qu'un humain en termes de reconnaissance d'images, reconnaissance des textes, tout ça, ça a attiré beaucoup d'attention. Ça fait grandir l'écosystème à Montréal. Il y a eu des institutions comme Ivado qui ont été créées justement pour faire ces transferts technologiques. D'autres institutions ont grandi aussi et ont changé un peu leur mandat. Mila, c'est un exemple. Donc, il y a tout cet écosystème-là. Et donc, on est privilégié à Montréal d'être à côté de ça, d'être à côté d'un écosystème qui produit aussi ces talents-là, qui attire aussi des chercheurs de haut niveau. Donc, quand on est une institution qui cherche à se donner une stratégie d'adoption d'intelligence numérique,
c'est une partie importante de ça. Ça devrait être aussi se rapprocher de ces milieux, de cet écosystème-là, pas seulement pour prendre ce qui est là, enfin les talents, mais aussi pour faire des partenariats qui vont permettre de former la relève, de former de nouvelles personnes, contribuer à la formation de ces nouveaux talents. Parce que c'est ça ce qui permet justement de pouvoir embaucher les bons profils après et profiter et faire profiter à tout l'écosystème de ces relations. Donc, ça, c'est un défi important. Et il y a une partie stratégique, une vision stratégique à être mise de l'avant quand on cherche à adopter ce type de technologie. Il va jouer un rôle là-dedans. Un autre endroit où on voit un défi important, c'est les défis organisationnels et ce qu'on appelle le mindset, mindshift. Il faut changer un peu la façon dont les organisations fonctionnent et réfléchir. Je vais parler un peu plus de détails sur ça. Ça aussi, ça demande beaucoup d'efforts et ça doit prendre une partie importante dans un exercice de se donner une stratégie digitale. Et puis après, bien sûr, il y a l'impact social. On voit bien que souvent, c'est à cause d'une misconception, mais la société en général, parfois, a une tendance à être se soucier beaucoup d'avoir des soucis par rapport à ce que l'IA veut dire et comment est-ce que ça impacte la vie des gens. Et c'est aussi avec raison. Côté institution financière, la réputation, c'est quelque chose qui est très important pour une institution financière. Ils ont la confiance de leurs clients. Et donc, pour pouvoir déployer n'importe quelle nouvelle technologie qui a une label IA ou donnée, c'est important de se donner comme institution aussi un processus de gouvernance qui permet de répondre, oui, aux régulateurs. C'est clair que les banques sont très régulées, puis dans certaines activités, il y a des régulateurs spécifiques, mais en général, il faut aussi avoir ou être en mesure de répondre à des questions d'ordre général par rapport à qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux données que les clients vont donner aux banques, confidentialité des données privées, consentement par rapport à l'utilisation de ces données-là, l'impact aussi social. Et ça, c'est aussi un souci majeur. C'est clair que quand on pense IA, on pense automatisation, on pense à remplacer certaines tâches que les gens peuvent faire. Il y a toujours une peur à remplacer les gens, quand en fait la réalité, c'est que ce qu'on peut remplacer, c'est certaines tâches, au moins dans le secteur financier. Et ce qui est important, c'est quand on développe une solution, dans un des use cases que j'ai parlé, par exemple, c'est toujours important de passer au use case final, à l'utilisateur final, que très souvent, c'est un employé qui va utiliser cette solution. Donc là, le design de cette solution doit être aussi être en concertation, en discussion avec les utilisateurs finaux pour que ce soit utile. Bon, mais donc tout ça, c'est des défis qui doivent faire partie d'une stratégie d'adoption d'IA. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Ou qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement de mindset? Et je vais passer quelques minutes sur ça. Et ça ici, c'est un slide aussi de ma collègue Simona à la Banque nationale que j'aime bien, puis je l'ai emprunté. C'est un peu dommage que je vois pas à qui je parle, parce que ça, c'est souvent un quiz, mais bon, on va le faire quand même. Donc ici, dans ce slide, l'idée, c'est de poser la question, qu'est-ce qu'il y a en commun? Et là, ici, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est pour parler un peu de c'est quoi le virage qu'il faut faire pour pouvoir utiliser ces nouvelles technologies de façon à s'approcher un peu à l'expérience d'une compagnie qui est born digital. Donc, ici, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun entre Google, Facebook et l'émission Westworld. Donc, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Westworld, c'est une émission sur Netflix où le thème, c'est
on peut acheter l'expérience de vivre dans le Far West des États-Unis dans le 19e siècle. Donc, moi, je peux payer. Il y a tout un monde simulé où il y a des robots, ce pas des personnes, c'est des robots qui ont l'air des humains complètement, avec des réactions humaines, capables d'interagir de façon indépendante avec tout le monde et entre eux. Donc, ces personnes-là achètent les tickets pour aller dans ce monde-là et interagir avec ces univers-là. Et là, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, explorer tout ce qu'ils voudraient faire, qu'ils ne peuvent pas faire dans la vraie vie. Après, c'est un virage un peu dark, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, forcément, ça tourne un peu bizarre. Mais l'idée, c'est qu'après, à la fin, l'objectif final, c'était oui de donner au client une expérience, de vivre une expérience dans le Wild West et de faire tout ce qu'on veut. Mais après, à la fin, le produit, c'était, et puis ça, c'est un spoof alert. Si vous n'avez pas regardé ça, je vais faire un spoof alert. À la fin, ce qui se passe, c'est que le vrai produit, c'était si l'individu interagit suffisamment des fois avec ce monde-là, toute cette information-là est capturée. Toutes mes interactions avec ce monde-là, comment je réagis, comment les gens réagissent par rapport à moi et comment est-ce que moi je vis ça, c'est capturé. Et l'idée, c'est que si moi je veux vivre pour toujours, cette compagnie-là qui a développé le Westworld pourrait, puisque maintenant elle me connaît dans toutes mes dimensions, pourrait uploader, télécharger ma pensée, mes cerveaux dans un des robots comme ceux qui vivent dans le Westworld. Et ces robots-là, ça serait pas mal moi, parce que ce serait exactement ma même pensée, ma même façon d'être. Et c'est à travers les interactions qu'on apprend à connaître ça. Donc justement ça. Donc l'idée, et ça c'est un peu spooky, mais l'idée c'est Google, Facebook, et les compagnies qui sont born digital, l'idée c'est de cueillir le plus possible d'informations parce que c'est ça ce qui te permet de mieux connaître les clients et puis de proposer une meilleure expérience client. Okay? C'est-à-dire, il y a toujours dans les stratégies d'une compagnie qui est born digital, l'idée de oui, je vais proposer un service, je vais proposer un produit, mais au fond, une de mes préoccupations doit être aussi avoir plus d'informations sur mes clients pour que moi je puisse savoir à quel moment les clients ont certains besoins, comment est-ce qu'eux ils évoluent aussi, parce que la réalité évolue aussi. Et il faut être capable de capturer ça presque real time pour proposer les meilleurs produits et la meilleure expérience client. Il reste une dizaine de minutes, Emmanuel. 10 minutes? Oui. Parfait. Donc ça c'est moi j'aime passer avec ces slides-là. Là, je ne vois pas les réactions, mais l'idée, c'est un peu d'animer une discussion avec ça. Mais disons que si on prend un step back, l'idée, c'est ça. C'est les compagnies digitales, ils ont des produits et des services, mais aussi, ils rendent ces produits et services dynamiques à partir de la capture d'informations en temps réel. Donc, ça, c'est un élément fondamental d'une stratégie d'adoption d'intelligence numérique à échelle. Dans une institution financière et en particulier n'importe dans quel business, on peut identifier ces quatre éléments. D'accord? Dans chaque élément, les gens et la technologie jouent un rôle. Donc, il y a la perception, la capture des données, il y a la décision, donc les modèles qui prennent les données pour faire un output. Ces outputs doivent être consommés par d'autres personnes qui vont agir, qui vont prendre des décisions. Puis, ces décisions ont des impacts business, des performances qui sont ensuite analysées par d'autres équipes ou d'autres verticales pour ensuite voir si tout le processus a eu un impact positif ou pas. Puis, ça continue comme ça. Ça, c'est dans un monde où il n'y a pas cette stratégie d'intelligence numérique. Disons que ça, c'est les pipelines statiques. Dans ces pipelines statiques, c'est clair qu'il y a des trous. Il y a des trous où l'intelligence numérique peut toujours venir à améliorer les processus parce que les gens ont des limites physiques aussi, mais aussi la technologie. Et puis, c'est sur ça que je vais plutôt me concentrer dans les 10 dernières minutes.
Donc, dans la perception, jusque-là, on est bon à exploiter des données qui sont des formes tabulaires, des formes structurées, mais il y a beaucoup d'informations qui sont non structurées qui est aussi importante. Les efforts d'analytique, c'est toujours dans ces sens statiques, d'accord, données, modèles, output qui est consommé par d'autres gens. L'automatisation, ça dépend beaucoup du contexte. Et ce qu'on apprend, après, il n'y a pas de feedback sur ce que j'apprends. Il y a toujours quelqu'un qui doit consommer ces dernières analyses et produire un dernier rapport, disons. Donc, ce que l'intelligence numérique permet, c'est maintenant avoir ces cycles-là, okay? Où ce qu'on apprend dans les outputs de nos actions, ça peut réalimenter la base de données qui ensuite nous permet d'avoir ces feedback loop qui est dynamique et qui permet de mettre à jour presque en temps réel les insights qu'on va générer avec nos modèles. Donc, l'analytique de base, l'analytique traditionnelle et le business intelligence, souvent c'est ça, données ou connaissances, modèles ou des humains qui vont produire des insights. Même chose pour le advanced analytics, y compris machine learning, data, modèle plus sophistiqué, puis on a un output qui est consommé par d'autres équipes. Dans une stratégie où on cherche à prendre le virage numérique, il faut penser et se rapprocher plus de comment les compagnies digitales fonctionnent, qui est justement ça, c'est oui, il y a les données qui sont exposées de façon plus data exchange, il y a des modèles aussi sophistiqués ou aussi simples dont on en a besoin. Modèle prédictif qui, lui, il est connecté à travers une infrastructure différente qui produit des actions, des décisions aussi en real time et qui capture des données aussi. Okay? Et puis ça donne ce feedback loop. C'est ce qui est différent. Donc, on parle de solutions qui sont carottes, donc qui vont aller capturer des données pour pouvoir proposer un meilleur client engagement qui génère plus de data, puis que ça donne un cercle qui roule en continu, puis qui approche plus le secteur financier de l'expérience que les clients sont habitués maintenant à avoir. Pour conclure, parce que je crois qu'il me reste probablement 5 minutes, ce que ça veut dire tout ça, comme je l'ai vécu souvent, comme je l'ai vécu ces dernières années, ce qui est le plus important, ça a été toujours le mind shift. Comment est-ce qu'on change ça? Les secteurs financiers, c'est un secteur qui existe depuis des centaines d'années, mais qui font les choses d'une façon depuis des années. Donc, c'est difficile parfois de changer ça. En termes de données, ça veut dire passer des données statistiques et orienter vers l'analytique à des données qui sont plus comme data exchange, dynamique, comme ce que je viens de montrer. Ça veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on ouvre un nouveau canal digital d'interaction avec les clients ou avec les employés, parce que c'est aussi à l'interne, il faut penser qu'il ne devrait pas avoir un nouveau canal de communication qui ne collecte pas des données en même temps. Oui, ça va être un nouveau produit, un nouveau service, mais il faut à chaque fois penser qu'au même moment, il faut qu'on pense à collecter certaines données, comment est-ce que la personne interagit avec les données, avec la solution. Ça nous permet de mieux comprendre sa réalité et de nous faire un meilleur profil pour ce type de clients. Donc, penser à faire pourquoi pas aussi des produits qui sont juste pour collection de données. Tout ça, ça va permettre de mieux connaître les clients. Et ici, vers la fin de ma présentation, je me rends compte que je le fais très axé retail, mais ça s'applique aussi à corporate banking et même en investissement parce que certaines institutions financières ont des clients. Ce n'est pas des clients qui ont des comptes bancaires, mais c'est des clients pour lesquels la compagnie investit l'argent de ces clients-là. Puis il faut aussi qu'ils comprennent mieux leurs besoins puis l'évolution au fil du temps. Donc, pour conclure, tout ça, puis ça fait un peu, je reviens un peu à l'expérience que moi j'ai eue.
une partie très importante, c'était s'assurer que tout l'institution est exposée à ce que ça veut dire nouvelles technologies, intelligence numérique, machine learning, sciences des données, etc. Parce que souvent, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont fait les choses d'une façon. Puis il faut vulgariser à l'interne aussi pour que tout le monde soit aligné. Et ici, j'aime aussi finir avec un slide de Simona aussi. C'est un quote et c'est lié à cette idée ou cette notion de peur. Enfin, c'est pas peur de changement, moi je dirais plus réticence à innover qui est humain. Ça, c'est un quote et qui va un peu plus au-delà du système bancaire. Donc, le monde moderne submerge les gens des données et cette surabondance d'informations est nocive et crée de la confusion. Donc, ça, c'est un peu extrême, on l'entend souvent. Donc, il y a trop de données, il y a trop de choses, c'est nocif. Mais quand on voit qu'en fait, cette quote-là vient de 1565, donc c'était une inquiétude que quelqu'un avait par rapport à l'imprimerie. Donc, cette facilité de l'être humain de critiquer ou de se méfier de tout ce qui est différent, ça date des années, ça date depuis toujours, puis c'est quelque chose à laquelle on est confronté. Je suis sûr que dans vos travaux de tous les jours, si vous êtes dans l'intelligence numérique, vous êtes confronté à ce type de défis. Donc, ça, c'est un autre exemple aussi. Je vais juste passer à la fin. Donc, quelques derniers mots pour faire le wrap-up. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ça. Et ça, c'est notre quote. Je sais que la plupart des gens parmi vous, vous êtes des geeks. On est tous des geeks, là, souvent, ceux qu'on travaille dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est un quote qui vient de The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, un livre que peut-être vous connaissez. Donc, c'est tout ce qui existe avant que tu sois né est normal, tel que ça devrait l'être. Tout ce qui a été inventé après ta naissance et jusqu'à ce que tu atteignes la trentaine est cool. Donc, c'est ta génération. Mais tout ce qui est inventé après, que tu aies eu tes 30 ans, est contre la nature et le début de la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Donc, ça, c'est juste pour illustrer de façon un peu en rigolant. C'est un problème. C'est ces réactions humaines vers le changement qui se traduit dans, si on revient au secteur bancaire, souvent à des efforts qui doivent être entrepris pour changer ces mind shifts, éduquer et faire que tout le monde soit aligné sur la même longueur d'onde. Je vais m'arrêter là. Yvan, Fabien, je ne sais pas si... Oui, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Maël. C'est vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, je te remercie d'avoir fait une petite mention pour le spoiler sur Westworld. Comme ça, j'ai pu couper mon son pendant quelques secondes et j'ai commencé à regarder la série. OK. Alors oui, nous avons donc, on va passer à la question session-réponse désormais. Fabien, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. OK, vas-y. Donc, nous avons donc plusieurs questions déjà. Donc, une première question. En fait, sauriez-vous dire si les différentes administrations fédérales ou provinciales intègrent ces outils pour optimiser les services rendus aux citoyens? Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en avant par le secteur privé. Oui, je sais. Je ne pourrais pas nommer des initiatives en particulier, mais je sais que dans l'audience, c'est sûr qu'il y a des compagnies, il y a des mondes de l'écosystème qui proposent ces services à des administrations au niveau fédéral, provincial, pour agiliser les traitements des documents, les traitements de l'information. Donc, oui, il y en a. Je ne sais pas si c'est à moi, mais je pourrais peut-être vous pointer vers quelques idées si je cherche, mais je sais qu'il y en a. Des gens des publics, d'ailleurs, ils auraient peut-être une meilleure idée, mais oui, il y en a. Merci, merci.
Peut-être une question d'ordre peut-être un peu plus général. Si on regarde l'intelligence numérique, typiquement les trois composantes, la science de données, l'IA pour la partie prédictive, puis la recherche opérationnelle pour la partie optimisation, c'est un modèle de base assez simple. Dans le domaine bancaire, si on regarde l'importance relative de ces trois disciplines-là sous l'intelligence numérique, c'est quoi la grandeur relative des trois points de tarte, si on peut dire, à court terme, puis comment vous les voyez évoluer à moyen terme? Pardon, ça a coupé un peu. C'est ma connexion, je crois. OK, ce que je disais, c'est que dans le fond, sur l'IA, il y a trois parties, sciences des données, la partie IA plus classique, la partie recherche opérationnelle. Dans le domaine bancaire, si on regarde ces trois disciplines-là sous l'IM, c'est quoi leur importance relative à court terme et à moyen terme? Comment vous voyez le jeu d'impact sur l'industrie relative? Oui. Bon, mais peut-être bon, la recherche opérationnelle a toujours été présente. Donc, disons que c'est le passé et le présent. La science des données, c'est analytique avancée, c'est toujours là dans les 5 dernières années et dans les prochaines années, ça va continuer à jouer un rôle important dans tout ce qui est prédictive modélisation. Comment est-ce que j'exploite ces données que j'ai pour mieux prédire. Mais là où je vois qu'il y a le potentiel qu'on n'a pas encore vu, c'est tout ce qui tombe sur le IA, la dénomination IA. Parce que là, on voit toutes ces nouvelles techniques qui permettent d'aller exploiter ces données-là qui ne sont pas exploitées jusqu'à présent de façon complète. Donc, traitement de texte, traitement d'image, de la voix, capacité de prendre tous les données liées à un client et de les transformer dans une représentation des connaissances qui me permet de mieux agir en fonction des besoins des clients. Est-ce qu'il a besoin d'un nouveau produit? Est-ce que sa réalité vient de changer? Il s'est marié, il va avoir des enfants, donc ça veut dire que maintenant, il faut proposer autre type de produits. Et ça s'applique aussi bien aux individus qu'aux entreprises. Et tout ça, c'est les techniques et la technologie qui tombent sous la dénomination IA qui aura plus de place, sans forcément prendre la place de tout ce qui venait avant. Cette relation université-secteur bancaire s'était battue sur plusieurs années, puis la recherche opérationnelle, la science des données, les statistiques ont joué un rôle dans tout ça, puis ils continuent à être importantes. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais c'est... Oui, c'est parfait. Merci. Très bien. Oui, on a beaucoup mentionné, c'est ça, ça implique l'utilisation des données et des algorithmes de prédiction, un changement en fait organisationnel au niveau des entreprises qui les implémentent. Et puis c'est sûr que les entreprises, ça inclut aussi des gens qui sont dans l'entreprise. On a bien sûr les nouvelles générations qui sont déjà formées pendant leurs études académiques sur ces techniques-là. Et aussi les employés qui étaient déjà là avant, puis qui aussi, sont en train de subir ce changement-là, en fait. Et en général, qu'est-ce que, en fait, tu as vu dans avec ton expérience, en fait, des compétences, en fait, qui ont plus changé pour les gens qui ont dû s'adapter, en fait, au sein des compagnies, à s'adapter, en fait, à traiter ces données, à traiter ces algorithmes de prédiction? Oui. J'avais un slide que j'ai enlevé, ça touchait un peu à ça. Je ne pourrais pas la trouver. Mais en fait, ça parlait de ça. Il y a peut-être que je peux sortir un slide. Oui, bien sûr, tu peux reprendre le contrôle sur l'affichage si tu as besoin de présenter une autre slide. Je vois ce que tu veux. Mais bon, l'idée, c'est dans un processus en général où il y a le design d'une solution, il y a la capture des données, il y a la modélisation, il y a la mise en production, prototypage, monitoring et gouvernance, tout ça. Traditionnellement, ça s'est fait par différentes équipes. Donc, quelqu'un qui a des compétences plus du style sciences des données, analytique, recherche informatique, recherche opérationnelle, machine learning, dans les contextes traditionnels, il va trouver sa place plus dans les rectangles modélisation. Donc, c'est quelqu'un qui sait traiter les données,
Parfois, il prendra un peu de place dans les collectes de données, parce qu'il faut aussi savoir quelles données il faut prendre, puis peut-être les formater, etc. Il prendra un peu de place aussi dans les rectangles d'à côté où il va participer aussi un petit peu à la mise en production. Pas vraiment à la mise en production, mais à communiquer avec ceux qui vont mettre en production ces modèles-là pour s'assurer que ça roule. Donc, quelqu'un qui a ces compétences-là, traditionnellement, va opérer dans ces rectangles-là et ses compétences vont aller un petit peu à gauche, à droite. Donc, un peu dans les côtés, mise en production, mais aussi côté données, traitement des données. Dans la nouvelle réalité où ce qu'on cherche, c'est avoir ces feedback loops. Maintenant, les gens qui vont jouer ces rôles, ces équipes-là vont devoir étendre les rayons d'influence vers les autres rectangles que je viens de décrire. Donc, ils vont devoir aussi être partie prenante dans les discussions de design, même dans le design de la solution, devraient être présents. Dans la collecte des données aussi, ils devront avoir leurs mots à dire en fonction de quelles données on veut collecter maintenant et quelles données on veut collecter après, une fois qu'on va commencer à accueillir des données. La modélisation, bien sûr, mais aussi les prototypages et la mise en production. C'est des gens qui vont aussi avoir ces nouveaux skill sets où ils pourront savoir qu'est-ce qu'il faut pour exposer les outputs de ces modèles-là, puis de l'intégrer dans un pipeline de production qui permet justement ce feedback loop. Ils vont aller aussi à participer jusqu'au monitoring parce que quand tu mets quelque chose qui est maintenant dynamique, les monitoring, les suivis de la qualité des données, de la déviation statistique originale de tes données, ça aussi, maintenant, ça joue un rôle encore plus important qui doit être aussi fait en temps réel. Et donc, ces équipes-là aussi vont jouer là. Et ça peut aller jusqu'à la gouvernance de ces process. Donc, les compétences et les skill sets, ça devient plus... Ça se transforme aussi. Ça devient un peu plus... quelqu'un qui touche un peu à tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est scientifique, qui est aussi informaticien, qui est aussi ingénieur. C'est un peu tout ça. En fait, donc un employé qui était déjà présent, il a toujours un moyen de pouvoir se frayer un chemin dans cette nouvelle transformation là, qui implique l'IA, par exemple. Pardon? On a une autre question, plus en rapport en fait, aux enjeux éthiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus en fait, au sujet d'expérience quant aux enjeux éthiques qui sont liés à l'adoption de ces technologies par les employés, ou en fait, plus précisément sur la façon dont ces enjeux sont présentés et vécus? Ok, les enjeux éthiques. Ouais. Donc, comme ça parle des employés, j'imagine que c'est par rapport au déploiement qui soit à l'interne. Mais c'est clair que ça, c'est pas nouveau. Quand on parle d'analytique avancée, il y avait déjà cette question il y a des données qui, déjà, il faut avoir le consentement de l'utiliser. Donc, il y a déjà des processus en place dans la plupart des institutions financières pour s'assurer que tout est conforme. Les enjeux éthiques viennent du moment où l'intelligence numérique, tout d'un coup, ouvre d'autres types de possibilités ou d'autres types d'outcomes. Et ça, dans un projet de gouvernance, moi, comme je l'ai vécu, c'était une des préoccupations. Quelles données je peux utiliser? Est-ce que ces données-là, quand je les passe par ces modèles-là, les outputs est conforme avec les principes que comme institution on s'est donné? Et là, ici, par exemple, je parle d'un exemple précis. C'est si je suis en train de mieux comprendre l'évolution d'un client, comment est-ce que lui, il évolue dans sa vie. Si à un moment donné, moi, j'ai détecté que, et puis imaginez-vous que c'est un compte conjoint, j'ai détecté que mon modèle détecte que probablement la personne est enceinte, puis elle attend un bébé. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que moi, comme institution, je dois
proposer des choses qui sont liées à cette nouvelle information qui est sortie de mes données et mon modèle. Donc, tout ça, l'évaluation de ce qu'on peut faire ou pas avec les outputs de nos nouveaux modèles plus données, ça aussi doit faire partie de ce nouveau processus de gouvernance qui mesurerait la pertinence de ce qu'on ferait. Donc, pour répondre un peu à la question, oui, c'est des questions qu'on s'est posées, en tout cas dans la réalité dans l'expérience que j'ai eue. Et c'est semblable dans d'autres institutions financières, probablement. Une question peut-être sur l'évolution ou la maturité, je peux dire, du domaine de l'intelligence artificielle. Si on se fait référence au développement informatique en général, le code, à une certaine époque, les gens écrivaient du code, éventuellement on a intégré des softwares, maintenant il y a des applications complètement intégrées. J'ai l'impression que du côté de l'IA, ce qui se passe un peu, c'est qu'il y a du développement. Oui, on parle d'intégrer des choses déjà existantes. L'idée, c'est que c'est d'évoluer vers éventuellement où une grande entreprise comme une banque ferait peu de développement, mais ferait de l'intégration de solutions qui ont maturé comme étant des standards dans l'industrie. Puis les gens commencent à utiliser les mêmes logiciels applicatifs d'entreprise, mais qui incluent l'intelligence artificielle. Oui. On ne code plus les applications en Fortran comme on le faisait à l'époque. Maintenant, on développe des applications AI parce qu'on l'invente au fur et à mesure. Mais ça, je pense à la maturité des applications. Oui, mais c'est clair que quand on parle d'applications qui utilisent ces technologies-là, mais souvent il faut se tourner vers l'espace fintech. Puis là, on voit souvent qu'il y a des technologies qui sont suffisamment mûres ou qui ont atteint une maturité importante pour pouvoir être différentielles pour une institution financière. Donc, d'ailleurs, une des choses qu'on faisait à la Banque nationale, puis aussi d'autres institutions le font, c'est tisser des liens avec ces mondes-là, parce que même si on veut se donner une grosse équipe avec des PhD et des compétences super pointues, on ne peut pas tout faire avec ces gens-là, puis on ne veut pas non plus réinventer la roue. Donc, souvent, il y a cette ouverture à collaborer, comme quand on collabore avec l'université, collaborer aussi avec l'écosystème startup pour aller trouver la bonne solution, puis l'utiliser à l'interne. Donc oui, il y a cette ouverture aussi. D'accord, merci. C'est bien? Je pense qu'il y a 2h30. Donc, Allô, Fabien, est-ce que tu m'entends? Manuel, est-ce que tu m'entends? oui, moi je t'entends. OK, je pense qu'on a peut-être eu un petit problème technique. Tout avenant, il est 2h30, donc c'est le temps de conclure. Moi, je tiens à te remercier au nom d'Ivado d'avoir participé à cette rencontre. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui. OK, parfait. Oui, c'est bon, désolé, je suis revenu, c'est mon micro qui était en mute en fait. OK, c'est bon, je suis en train de faire le revoir. On remercie tout le monde, Manuel. Et puis, je pense que tu vas peut-être annoncer le prochain webinaire, Fabien. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Manuel, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. C'était vraiment très, très passionnant. Je pense qu'on pourrait passer encore beaucoup, beaucoup de temps à t'écouter. C'était vraiment une très belle discussion. Juste pour terminer, il faut dire que donc, ce webinaire fut enregistré. Donc, vous pourrez bientôt le retrouver sur la chaîne YouTube d'Ivado. Il sera bientôt mis en ligne. Vous pourrez aller soit sur YouTube, retrouver notre chaîne, ou aller sur le site d'Ivado pour retrouver bientôt le lien qui sera disponible. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook, Twitter et LinkedIn pour suivre nos actualités et puis l'annonce des prochains webinaires. Nous allons bientôt avoir un prochain webinaire qui va être annoncé
là qui sera plutôt relatif en fait à la logistique transport collaboratif, donc à suivre bientôt au mois de juin. Les annonces vont sortir dans les prochaines semaines. Et également, oui, suite à ce webinaire, vous allez recevoir en fait un court sondage que nous avons fait. Et en fait, ce sera vraiment apprécié si vous pouvez prendre juste quelques minutes pour le remplir. Ce sondage, on est toujours en fait, très friand du retour de nos participants sur leur satisfaction quant au webinaire. Sur ce, merci encore beaucoup à Manuel d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les participants de vous être connectés pour nous suivre pendant cette heure. Et donc, nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous vous donnons bientôt rendez-vous pour un prochain webinaire Ivado. Au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée.